recevoir chez vous l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Laurent Mosengo, fait désormais partie de 8 cardinaux qui aideront le pape de l'Église catholique dans le travail de la réforme de la curie romaine. L'annonce a été faite samedi par le pape François pour la conférence épiscopale nationale du Congo. Ce choix est un honneur pour l'Église catholique de la RDC car il est le seul Africain dans le groupe de 8 cardinaux choisis. Autre chose à présent, le M23 tente de dissuader la Tanzanie de ne pas envoyer ses troupes en RDC dans le cadre de la brigade d'intervention telle que décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans une lettre signée Bertrand Bisimwa, président de la branche politique, le mouvement rebelle invite la Tanzanie à revoir sa décision. Une réaction qui ne surprend pas mais qui laisse entrevoir la crainte de ce mouvement classé force négative. D'intervention de la MONUSCO. Dans une lettre adressée au Parlement tanzanien, le M23 invite ce dernier à persuader le gouvernement tanzanien de ne pas envoyer les fils de cette nation s'engager dans une guerre absurde. Le 3 avril dernier, le mouvement rebelle avait introduit la même requête auprès du Parlement sud-africain et avait reçu une réponse négative de l'armée de ce pays. Outre la Tanzanie et l'Afrique du Sud, le Malawi doit aussi fournir des troupes pour le camp de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Les Nations Unies ont décidé le 28 mars dernier de créer cette brigade pour neutraliser les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Mais cette force est boudée par le M23. Les responsables politiques et militaires de ces mouvements ont organisé des meetings populaires appelant les populations des territoires qu'ils occupent à protester contre les déploiements de cette brigade. Et entre-temps, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Roger Miss, a indiqué que les préparatifs du déploiement de la brigade d'intervention au Nord Kivu sont très avancés. Et 10 ans après, que reste-t-il de l'accord de paix signé le 19 avril 2003 à Sun City, en Afrique du Sud? Les rêves de paix, de sécurité, de développement et de construction d'un État moderne sont-ils réalisés ou seulement en voie de l'être? Toutes ces interrogations ont été passées au peigne fin du jeudi 11 au samedi 13 avril dans la salle de conférence internationale de Caritas. 3 jours de réflexion sur les consensus intégrés de ces accords 10 ans après. Ces journées ont connu la participation des acteurs politiques, des hauts responsables des partis politiques, du monde scientifique ainsi que des membres de la société civile. Journée qui se penche sur le diagnostic des accords de Sun City 10 ans après. Elles ont pour objectif notamment de jeter un regard rétrospectif sur les résultats du dialogue intercongolais en termes d'engagement. 10 ans, c'est un chiffre rond, mais 10 ans, c'est une période qui est à la fois très longue et très courte. Sun City était le socle d'un large consensus sur d'abord une transition, sur la volonté de reconstruire ensemble un pays qui était totalement abîmé, divisé, déchiré. Et donc 10 ans après, il est temps que nous fassions d'abord un premier bilan. Qu'est-ce qu'il reste de Sun City, dans son esprit d'abord? Le consensus de Sun City a été le jalon d'une refondation de la République démocratique du Congo. 10 ans après, le bilan n'est pas que rose. Nous avons été victimes de nombre d'agressions des pays voisins. Il faut appeler un chat. Et cela, on peut dire que nous n'avons pas atteint les résultats que nous escomptions. Sur le plan économique, nous avons traversé les 10 années les plus belles de croissance économique. Par contre, c'est les 10 années les plus difficiles au niveau social. C'est par cette approche scientifique que la classe politique ainsi que la société civile congolaise comptent asseoir une culture de dialogue sur la bonne marche de la nation. Différentes crises, les différents problèmes, que ce soit sur le plan de paix, de la sécurité, que ce soit sur le plan du fonctionnement des institutions, nous devons nous dire, ah non, on doit revenir à l'esprit de Sun City pour obtenir cette coalition. Les Congolais se souviennent qu'il y a 10 ans, les acteurs politiques, des groupes armés, la diaspora et des personnalités issues des organisations de la société civile avaient signé à Sun City, en Afrique du Sud, un accord politique sur 3 consensus intégrés, l'État, la démocratie et la paix, considérés comme nécessaires et incontournables pour la résolution de la crise qui prévalait en RDC. 3 fermes d'élevage de poules pondeuses financées par le Fonds de promotion de l'industrie ont reçu la visite de son administrateur directeur général Constantin Mbelenge. Il s'agit de fermes Pécan, Twins et Polydaf. Les 2 premières ont d'ailleurs déjà commencé la production des œufs, des projets qui viennent s'inscrire dans le cadre de la démarche de l'autosuffisance alimentaire prônée par les autorités du pays. Des poules pondeuses
pour produire au niveau local des œufs frais. Les manques gagnés qu'enregistre le pays à travers l'importation de ces denrées a été visiblement compris par certains Congolais, comme le propriétaire de cette ferme dans la commune de Mongafula. Et l'avantage est qu'au niveau local, ce genre de projet est désormais promu par le Fonds de promotion de l'industrie, dont l'administrateur était en visite sur ce site. Le propriétaire nous donne son témoignage. L'apport du FPI est capital, puisque sans FPI, on n'aurait pas atteint la taille que nous avons aujourd'hui. Puisqu'un FPI nous a trouvé, on avait un effectif de 6 000 poules, mais aujourd'hui, nous dépassons les 50 000 poules, c'est-à-dire... Une ferme qui ne cesse d'évoluer avec de plus en plus de techniques modernes. Direction la commune de Lancélé. Nous sommes dans la ferme Twins, qui possède aussi des poussinières et un étang. Ici aussi, c'est le même témoignage. Plus loin, c'est la ferme Polydaf. Elle est encore à la phase d'installation des matériels, mais sera d'une production industrielle. Bon, je crois que je suis déjà à 95% de l'exécution du projet. Comme vous avez vu, j'ai déjà tous les équipements installés. Les infrastructures sont prêtes pour recevoir les poussins. Lorsqu'il me reste tout simplement mettre les poussins et voilà. Des réalisations de grande portée économique pour le pays et constituent un motif de fierté pour ceux qui le soutiennent. C'est aussi dans le but de l'autosuffisance alimentaire nationale que ces projets sont soutenus, l'un des défis auxquels le pays fait face. Passons à l'actualité des provinces avec la construction d'une usine de raffinerie d'huile de palme à Boma. Cette usine qui emploie 500 autochtones a été visitée par le vice-ministre de Finances, Roger Chulungu, qui, à travers le gouvernement congolais, appuie la vision du chef de l'État, celle de faire de la RDC un véritable pôle de croissance et de développement, mais aussi rendre propice les climats des affaires en RDC. C'est sur ce sol boueux que la délégation a tenu à visiter cette usine de raffinerie d'huile de palme, un projet qui a vu le jour vers les années 2010. Aujourd'hui, c'est une réalité palpable dans le Bas-Congo, précisément à Boma. Nous avons fait nos analyses, on a vu que le Bas-Congo, quand même, c'était un pays, ou c'était une province exportateur d'huile de palme. Moi, je suis un importateur d'huile de palme. Je dis pourquoi ne pas monter un projet localement. Dénommée Congo Oil and Derivative, l'usine est spécialisée dans la raffinerie de l'huile. Elle a aussi bénéficié de l'appui du gouvernement, ici représenté par le vice-ministre des Finances qui a visité ses installations. En attendant d'atteindre une production industrielle, l'usine recourt à une production artisanale locale avec 150 associations paysannes. Le gouvernement qu'il puisse continuer à soutenir COD et à soutenir nous les producteurs, parce que COD ne peut pas exister si nous ne sommes pas. Le gouvernement ne peut pas gagner si nous ne sommes pas. Si les gouvernements doivent gagner de la part des taxes ou de ceci, cela, il faudrait que les paysans qui sont déjà organisés arrivent aussi à mettre sur pied leur usine de transformation. Pour le gouvernement, cette usine à caractère social vise à développer le pôle de croissance, surtout dans l'axe Boma-Matadi-Kinshasa. C'est un investissement éloquent qui va booster le développement du secteur agricole dans la production de l'huile de palme. Dans les années 60, notre pays exportait de l'huile de palme. Il était même le deuxième pays africain, après le Nigeria, à exporter de l'huile de palme. Mais aujourd'hui, nous sommes les importateurs des huiles de palme. Mais les efforts sont fournis pour que nous puissions encore récupérer notre place d'il y a 50 ans. Ce n'est pas moins de 500 ouvriers, en majorité des Congolais, qui y travaillent déjà. Et dans les prochains jours, une extension en savonnerie et d'une margarinerie sera ouverte. Rendons-nous à la société de transport et de port où les agents du département du port de Matadi étaient en grève. Ce dernier réclamait la hausse du salaire et l'amélioration de leur train de vie, une demande qui a trouvé satisfaction par la signature d'un accord pour la fin de la grève. Nous n'avons donné que ce que nous avions, vous en êtes conscients, n'est-ce pas? Il fallait une solution d'extrême urgence pour calmer ces agents de la SCTP du département de port de Matadi qui réclament l'augmentation de leur salaire
depuis plusieurs jours. Une tension qui a suscité un arrêt de travail au port de Matadi, d'où la signature de ce protocole d'accord. Nous avons arraché en 2 niveaux 40 000 pour les travailleurs de Banana à Kisangani, à passer par Mbandaka et Ilebo. Tout le monde est 40 000. Et nous ajoutons 30 000 supplémentaires pour faire, pour le chemin de fer et les ports, une prime d'exploitation qu'ils avaient déjà, qu'on a améliorée pour en faire 70 000. Donc, ceux qui produisent ont 70 000, nous les administratifs, nous avons 40 000, et ça fait une enveloppe globale d'environ 600 millions de francs congolais à ajouter dans la rémunération. Les deux parties se sont convenues au respect de ce protocole et la reprise immédiate des activités au port de Matadi. Je demande à tous de tourner donc le regard vers la production afin de consolider les acquis des présentes assises. Pourquoi pas les améliorer avec le mécanisme que nous comptons mettre en œuvre avec l'appui de notre gouvernement qui, mu par les soucis de la relance des activités du chemin de fer, a institué à notre profit une redevance logistique terrestre. Restait plus qu'à espérer que les résolutions prises redonneront de nouveau à ces agents de la SCTP la conscience du travail. D'une province à une autre, on se rend au Bandundu. 3 semaines après leur arrestation dans la province du Bandundu, 12 membres de l'Association pour la défense des intérêts du Bandundu viennent d'être condamnés à 20 ans de prison par le tribunal de cette province. Ils sont accusés d'incitation à la haine tribale et association de malfaiteurs. Ils sont au total 12 personnes condamnées à 20 ans de prison par le tribunal de grande instance de Bandundu. 3 charges ont été retenues sur 7 contre ces prévenus. Il s'agit d'incitation à la haine tribale, tentative d'évasion des détenus et association de malfaiteurs. Ces personnes ont été arrêtées il y a 3 semaines par les services judiciaires et jugées en flagrance dans un procès équitable émaillé de plusieurs procédures d'ordre judiciaire en vue de respecter les droits de la défense. Ces personnes qui se disaient appartenir aux associations d'activisme des droits de l'homme dans le Bandundu, la société civile de cette ville informe qu'aucun de ces prévenus n'est membre de la société civile et donc activiste des droits de l'homme. Toutefois, les prévenus ont 8 jours pour interjeter appel, quoi qu'ils aient récusé leur avocat. Et puis sachez que d'ici 2 mois, le Centre technique national Koura Rampova, don de la Fédération internationale de football association à la FECOFA, sera bientôt opérationnel. Les travaux qui y sont exécutés sur place avancent à grands pas, comme nous dit Doudou Mbala dans cet élément. Suivez. Ces grands bâtiments aux couleurs jaunes, construits à la hauteur de Kinkole, dans la commune de Lansele, est dédié à l'encadrement et à la formation des jeunes footballeurs de la RDC. Vous vous en doutez, c'est bel et bien le Centre technique national Koura Rampova, don de la Fédération internationale de football association à la FECOFA, érigé il y a 8 ans. L'aire de jeu garni et rétapé à gazon synthétique de la 3e génération. En tout cas, la splendeur de l'espace donne déjà envie d'y venir s'entraîner si vite. C'est un terrain tridimensionnel. C'est-à-dire qu'il peut servir et de formation et des jeux. On peut y jouer un match de football plein. Nos équipes qui jouent en Coupe d'Afrique ou en Champions League ou en Coupe de la Confédération, ils peuvent s'y entraîner. Les équipes qui jouent le championnat national peuvent en profiter. Mais notre deuxième constat était aussi celui d'une réhabilitation à la hâte. Quand on sait que ce cadre a été longtemps abandonné à son triste sort, cette piscine en est une illustration palpable, même si les explications nous fournies sur place donnent espoir. La première phase concerne le bâtiment. Et la deuxième phase sera l'environnement, c'est-à-dire que le pavement de allées et puis le gazon, la plantation de gazon et puis des fleurs pour rendre l'espace viable. Ce centre qui fait partie de l'un des projets FIFA Goal gagnés en Afrique avec l'Afrique revêt d'une importance capitale dans le développement du football. Le gouvernement veut toujours attendre si de l'autre côté il y a du sérieux. Là, il y a du sérieux. Soyez-en rassurés qu'ils vont venir. Soyez rassurés que l'État va investir. Pour avoir intérêt pareil, c'est autour de 1,5 million d'euros. Hein? La FIFA nous offre 1,5 million d'euros. Donc nous sommes allés maintenant à plus de 12 millions d'euros qu'on a fait venir au pays depuis 6 ans.
Inauguré le 12 avril 2005, le centre Kourarampova vient ainsi concrétiser les démarches de longue haleine commencées par cet illustre disparu dont le nom est collé à ce centre en faveur du football congolais.